Bonsoir. La mesure de grâce pour l'élargissement de détenus a enfin été prise, avec 17 jours de retard sur la tradition républicaine, comme ils disent, qui consistait jusqu'à aujourd'hui à accorder cette mesure à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. Mais bon, 5000 détenus environ, condamnés en dernier recours, ont donc été graciés. Tous, selon le communiqué officiel de la présidence, ayant été admis à cette mesure de grâce pour avoir réussi pendant leur détention aux examens du bac, du BEM, à d'autres diplômes nationaux et à des cursus de formation professionnelle qui leur ont permis d'obtenir des diplômes professionnels. Une option qu'on ne peut pas ne pas saluer, puisqu'elle procède de la réinsertion sociale. C'est très bien. Et puisqu'elle nous apprend qu'un tel nombre de détenus, 5000, a réussi cet exploit de pouvoir étudier et remporter de telles épreuves dans des prisons très difficiles, pour le moins qu'on puisse dire. Rien à dire donc sur cette mesure, si ce n'est bravo. Mais vous imaginez bien qu'il y aura un mais, n'est-ce pas? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grâce pour les détenus d'opinion, les prisonniers politiques qui croupissent en prison, certains et certaines pendant des années, pour le seul crime d'avoir revendiqué l'avènement d'un État de droit? Rien d'autre. Pourquoi ne pas avoir profité de cette occasion pour libérer le journaliste Christophe Glaise, dont le seul crime est de s'être livré à une activité journalistique sans en avoir demandé l'autorisation officielle? Condamné à 7 années de prison. Et pire que ça, il lui avait été suggéré par le régime lui-même via ses relais de ne pas interjeter appel pour pouvoir être éligible à la prochaine grâce présidentielle, celle qui vient de passer. Est-ce qu'il peut continuer ainsi à servir d'otage face à la France pour faire libérer l'agent consulaire qui a été arrêté pour le kidnapping d'un opposant algérien sur le territoire français? Est-ce que M. Christophe Glaise est devenu un otage à l'endroit d'un pays où se pratique la séparation des pouvoirs, où M. Macron ne peut pas prendre le téléphone et demander mais en tout cas, demander à la justice de libérer l'agent consulaire. Et donc, voilà, et nous parlerons surtout et aussi de la catastrophe qui s'est abattue sur plusieurs régions du pays, les feux de forêt. Algérie, grâce présidentielle et brasier national. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici, avec moi, Asdine Toumi, militant politique. Asdine, merci d'être des nôtres. Bonsoir, c'est Jamel. Bonsoir à ton invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. C'est moi. Alors, Salah Debbouz, maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Salah Debbouz, merci d'être des nôtres. Bonsoir, c'est Jamel, et bonsoir, c'est SD, et bonsoir aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Merci. Alors, Salah Debbouz, cette grâce présidentielle qui vient 17 jours après le 5 juillet, on ne sait pas pourquoi, qui donc
dit avoir gracié 5000 prisonniers qui tous donc ne font pas partie des listes rédhibitoires, par exemple les détenus d'opinion, Tal Hirak, et qui auraient tous remporté un diplôme, le bac, le BEM, les diplômes professionnels délivrés par l'administration pénitentiaire, etc. Alors, votre avis d'abord sur cette mesure? Bon, d'abord, les diplômes ne sont pas délivrés par l'administration pénitentiaire, c'est des diplômes délivrés par les offices des examens, c'est des diplômes nationaux. Les gens qui sont en prison ont le droit de s'inscrire au même titre que les gens qui sont... Non, pardon, maître, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne parle pas des examens nationaux, je parle des diplômes professionnels, plombiers, électriciens, qui font leur formation en prison. Ah, ok. Voilà. Ah, ok, excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi, j'ai mal compris. Bref, alors, donc, c'est tout à fait normal que les gens qui font des efforts en prison et dans le cadre de l'insertion sociale, qu'ils bénéficient d'une grâce. J'allais même dire que c'est un droit, ce n'est pas une faveur, à mon avis, parce que quelqu'un qui fait le nécessaire pour se corriger, ben, il a le droit à la liberté sous certaines conditions et par rapport à certains délits, donc certaines fautes, les gens ils peuvent payer, mais ils peuvent être graciés parce qu'ils ont fait l'effort nécessaire pour s'insérer et donc ils doivent bénéficier de cette grâce. Maintenant, bon, la grâce par rapport aux gens qui ont réussi à des examens et la grâce du 5 juillet, je pense que ce sont deux choses différentes. Parfois, ça coïncide, oui, mais Tebboune a sauté la grâce du 5 juillet. Il y a des calculs, on sent très bien qu'il y a des calculs, notamment par rapport à Christophe Glaise, qui est détenu en otage. C'est-à-dire, il faut dire le mot, c'est un otage l'Algérie veut monnayer la libération de Christophe Glaise par celle de l'agent consulaire qui est en prison, en détention, dans le cadre d'une enquête qui concerne l'enlèvement de Medjidel. D'ailleurs, il y a des émissaires du gouvernement algérien, des autorités algériennes qui sont allés en France négocier carrément sa libération et cet échange et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, donc ils gardent encore Christophe Glaise pensant qu'ils peuvent toujours l'utiliser comme monnaie d'échange et c'est vraiment scandaleux parce que on ne peut pas lier une affaire qui n'a rien à voir avec une autre affaire qui est en instruction. Imaginons le contraire, que quelqu'un, un agent consulaire par exemple français, commette un délit en Algérie et qu'il se fait arrêter. Est-ce qu'on va le lâcher parce que les autorités françaises auraient pris en otage n'importe quel citoyen algérien sous prétexte qu'il fait un travail de journalisme sans autorisation? D'ailleurs, je me demande, est-ce que les journalistes algériens qui viennent en France et qui font de l'activité de journalisme, est-ce qu'ils demandent une autorisation pour faire ça? Même s'ils ont même quand ils ont un visa touristique. Je vais vous répondre, Salah Debbouz. Salah Debbouz. Oui. Moi, j'ai fait du journalisme en France sans aucune autorisation pendant plus de 20 ans. Je vous laisse poursuivre. Voilà, donc le principe de la réciprocité et du parallélisme des formes montre clairement que les autorités algériennes abusent dans leur position et après ils vont revenir. Regardez ce qui s'est passé avec l'Espagne, par exemple. On a vu à l'époque l'Espagne qui a reconnu le plan d'autonomie du Sahara occidental, ouvrant le bal ainsi à la France aussi pour la suivre et à d'autres pays, surtout l'Espagne parce que c'était l'ex-colonisateur et sa position est très déterminante dans ce dossier. Comment la réaction des autorités algériennes a été violente
et comment, sans que l'Espagne ne change de position, ils sont devenus vraiment, ils sont passés à l'autre, ils ont fait un virage de 180 degrés et comme ça, disons, tout seuls, ils disent كيما نقولوا maintenant احنا que l'Espagne est revenue. كومون دي صالح دبوز en dialectal de chez nous كي طلعه كي الهبطه سي با ان بروبليم. Restez avec nous صالح دبوز. Même question Azin Tomi sur cette grâce présidentielle. Bon, c'est une grâce qui ne sort pas de l'ordinaire, à part que cette fois-ci, il est venu, comme vous l'avez dit, quelques semaines en retard par rapport au 5 Pourquoi, juillet. selon vous comment Vous savez, le pouvoir, il est toujours dans le calcul. Derrière toutes les décisions qui sont prises par le pouvoir, il y a une tentative de manipulation. Ils sont dans le calcul. Ils ne peuvent pas faire les choses spontanément. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui dérangent sur cette histoire de grâce présidentielle. Et à chaque fois qu'il y ait une grâce, il y a une polémique derrière. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait Sensal, maintenant il y a Christophe Glaise, et puis il y a des détenus d'opinion. Donc le pouvoir, il essaie toujours de trouver le moyen de faire une grâce pour ne pas... Mais qu'elle ne touche pas. Certains sont en train de dire il a attendu les résultats du bac. Pour pouvoir. En tout cas, c'est pour l'habillage, pour faire en sorte que cette grâce ne touche pas les détenus d'opinion. D'ailleurs, le chef d'État lui-même a nié l'existence des détenus d'opinion. Donc, pour les personnes il a dit que comme nous qui espèrent... c'est la blague du siècle. Oui, le mensonge du siècle. Donc, pour les militants, pour les avocats, que les défenseurs des droits de l'homme, comme moi, comme tous les autres, qui espèrent à chaque occasion qu'il y ait une grâce qui toucherait les détenus d'opinion, notamment les femmes, et les personnes âgées, les personnes malades, etc. Rien de tout ça. Donc, en fait, nous sommes dans l'illusion, parce qu'à la base, le pouvoir ne les reconnaît pas déjà comme étant des détenus d'opinion. Après, il y a toute personne qui retrouve la liberté, on se réjouit pour lui et pour la famille, ça c'est certain. D'autant plus que ces jeunes, ces femmes, ces personnes, ces prisonniers, ils ont fait des efforts et ils ont réussi leurs examens. Même si le pouvoir qui a réussi déjà l'insertion de ces jeunes dans la société, je ne vois pas comment il va réussir leur réinsertion. Donc nous sommes toujours dans cette crise. Mais il faut avouer que moi, personnellement, j'apprécie, même si c'est menteur, si c'est manipulateur, si c'est tout ce qu'on veut, mais le fait d'avoir encouragé les gens à passer leur bac, leur BEM et d'autres examens et des examens professionnels en prison, pour pouvoir espérer une grâce présidentielle, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour les personnes qui ont fait ce sacrifice, qui ont fait des efforts pour se donner encore une chance. Mais est-ce que aujourd'hui, la situation politique, la situation économique et sociale dans notre pays puisse offrir une chance à ces jeunes de se réintégrer or qu'au début déjà, ils n'étaient pas intégrés dans la société. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans les petits gangs, dans le deal, dans ces histoires de drogue, de violence, etc. Donc aujourd'hui, il faut trouver les solutions d'abord donc dans la société pour éviter à tous ces jeunes. On a vu sur les réseaux sociaux, on voit très bien comment la société algérienne est en train d'être quand même infestée de groupes de violence, de drogue, etc. Maintenant, revenons à ces détenus d'opinion. Je trouve que la situation est grave là où nous sommes. Parce que après des années, les défenseurs parlent, après le boycott des élections par le peuple algérien, on continue à tourner le dos à la volonté populaire. Après tout ce qui se passe dans le pays, moi je pense que le pouvoir, il doit se regarder quand même, ne serait-ce que pour un court instant, se regarder dans le miroir et voir ce qui se passe. Aujourd'hui, ces jeunes qui ont été libérés, donc ils ont bénéficié de la grâce, le décret est là
il a exclu toutes les personnes qui sont condamnées dans l'article 87 bis. Et pourtant, cet article qui aujourd'hui pose problème, qui est au cœur d'une polémique sur les libertés dans notre pays, cet article, moi, en tant que militant politique, je demande qu'il soit simplement supprimé et retiré. C'est une très grave violation contre les droits les plus élémentaires. Donc la majorité des détenus d'opinion, ils sont condamnés sur cet article, qui est un article élastique, qui est un article qui est complètement applicable à n'importe qui. Donc voilà. Donc moi, ça va être l'objet de notre seconde question, Salah Dabbous, sur ce point précisément. Donc les hirakistes, les gens qui ont été arrêtés pour avoir revendiqué l'avènement d'un état de droit, pour avoir la séparation des pouvoirs, des élections libres et honnêtes, et je passe sur tout le reste, ont été classifiés avec une infinité de gens qui ne peuvent pas avoir, enfin une jungle de gens qui ne peuvent pas ouvrir droit à la grâce, entre autres les trafiquants de drogue, les crimes de sang, les grands détournements de fonds, les viols, les incestes, et ils ont mis ces hirakistes, ces citoyens, ces militants pour la démocratie dans ces catégories-là. Ça veut dire c'est non seulement ils les ont incarcérés injustement, en violation du droit, en violation même de leur propre loi, de leur propre constitution, mais encore plus et encore pire, ils les mettent dans le même panier que les pires criminels qui sont dans les prisons algériennes. Salah Dabbous. Vous savez, il y a beaucoup de haine. Les autorités haïssent les gens qui donnent leur opinion et qui exigent des choses et qui ne veulent pas accepter le statut d'esclave de ces autorités. Parce que les autorités, dans le fond de leur pensée, eux, puisqu'ils ont accédé au stade de gouverner, en arabe on dit yahkem. Yahkem, c'est-à-dire ils maîtrisent, ils contrôlent. C'est pas ils gouvernent. Donc, eux, ils pensent que puisqu'ils contrôlent et ils maîtrisent les gens, ils ne doivent pas désobéir, ils ne doivent pas montrer leur désaveu, leur mécontentement d'une situation, ils doivent accepter ce qu'on leur donne et dire Alhamdoulilah ou Ktar Khairkoum. Et donc, ceux qui ne sont pas qui n'acceptent pas de se comporter comme ça et qui osent, pour les dirigeants, qui osent les critiquer ou les dénoncer leur agissement ou donner une opinion différente de la leur, ben, ils sont condamnés et ils doivent servir d'exemple, surtout ça, ils doivent surtout servir d'exemple aux gens qui sont libres pour ne pas qu'ils en prêtent. Alors, si maintenant ils s'amusent à mettre des gens, des détenus d'opinion, en prison pour les gracier ensuite, c'est tout le monde qui va se révolter, c'est tout le monde qui va contester, c'est tout le monde qui va oser, entre guillemets, donner son opinion et chercher à comprendre comme il pense. Donc, c'est pour cette raison qu'on appelle à un changement, mais un changement radical de ce régime politique qui est dépassé par les événements. On ne peut pas le réparer. Le problème, c'est que on ne peut pas réparer ce régime. Il est irréparable. Et souvent, je suis étonné de voir des gens qui proposent des solutions pour dire il faut aller négocier, il faut que Tebboune comprenne que les gens qui sont sous ses ordres ne lui obéissent pas comme si lui, il n'est pas concerné. Or, le problème, c'est, d'abord, ce n'est pas des personnes, le problème n'est pas personnel, c'est la nature du régime, mais la nature de ce régime, elle fait que ce régime capte les gens qui sont incapables, les gens qui sont haineux, les gens qui sont autoritaires, bureaucrates, dictateurs, pour justement qu'ils durent et chassent
les compétences, voilà, les gens qui ont une vision, qui savent écouter, même qui savent dialoguer. Donc, il faut changer ce système politique, il faut le changer radicalement, et il faut qu'il y ait une volonté de changement de ce système politique, mais il faut qu'il y ait une détermination. Parce qu'on est vraiment, il faut le dire, hein, même le Irak, moi j'étais parmi les gens qui ont participé quand j'étais en Algérie très activement au Irak, mais je vous dis, on était trop naïfs. C'est-à-dire d'abord, on sortait les dimanches, ça ne dérangeait personne, et puis on laissait le régime tranquille pendant toute la semaine, et on sortait pour s'amuser beaucoup plus. On sortait le vendredi, on sortait... Mais il n'y avait pas de détermination. Il fallait, à l'époque, il y avait cette occasion, il fallait engager, à mon avis, il fallait engager une désobéissance civile continue et exiger un changement radical du régime. Restez avec nous, Salah Debbouz. Je précise juste qu'en Algérie, on sortait le vendredi et qu'on sortait le dimanche en France. Asdine Toumi, sur ce même point, pourquoi ont-ils mis ces hirakistes dans le même panier à crabe, j'allais dire, que des criminels, des violeurs, des grands mafieux, des grands contrebandiers de kiff, de cocaïne? Je pense que le Hirak était le plus grand cauchemar du régime en 2019, 2020 jusqu'à 2021, si ce n'était le Covid. C'était une vague déferlante qui a fortement perturbé le régime. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas encore repris tous ses équilibres. C'est pour ça que, si on ouvre une parenthèse, c'est pour ça que il est en train de tout mettre en œuvre pour s'assurer des assemblées bien maîtrisées, d'avoir la même mise sur toutes les institutions, de contrôler, y compris jusqu'au commerce extérieur et jusqu'à l'économie, donc on a vu le retour du secteur étatique, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont importés par l'État. Pour ne citer que les pneumatiques, les moutons, les légumes secs, etc. Donc aujourd'hui, le pouvoir fait tout pour qu'il n'y ait pas de retour du Hirak. Donc pour ça, il a mis en place un plan qui est basé sur le tout sécuritaire plutôt, donc avec de la répression, avec un climat de peur, etc., une panoplie de lois pour empêcher les gens de revenir dans la rue. Donc il est d'abord dans le casser le Hirak et le démantèlement de tout ce qu'avait construit le Hirak comme donc, vous voyez, il continue de diviser entre les militants, de dire que vous n'avez pas, finalement, le Hirak, c'est votre échec, vous n'avez pas réussi à le tâter, à avoir des résultats. Or que l'échec, c'est lui. Jusqu'à aujourd'hui, il ne trouve pas des solutions. Le Hirak, il avait posé des problématiques, il avait porté la voix du peuple qui était là dans la rue, il n'y avait pas de chef, on demandait des revendications. Donc aujourd'hui, ce qui est dangereux, comme j'avais dit dans ma première intervention, c'est au-delà de la fermeture du champ politique, médiatique, c'est la banalisation de la répression. C'est ça ce qui est dangereux. Arriver au point de nier l'existence des détenus d'opinion, voire justifier leur emprisonnement pour dire que le chef de l'État lui-même essaye de les justifier en disant le mu'arada marhaba biha, mais il faut qu'elle soit, c'est pas l'insulte, c'est pas... Dans nos traditions. C'est comme si les détenus d'opinion, ils ont insulté, ils ont été condamnés pour outrage, etc. On sait très bien, les avocats peuvent témoigner, ceux qui sont dans les collectifs de défense des détenus, donc ils disent que c'est des dossiers qui sont vides. Et le pouvoir, il le sait. Donc les maintenir, c'est pourquoi? C'est pour donner l'exemple. Donc, pour faire peur. Pour faire peur, pour donner l'exemple, pour faire peur. Est-ce qu'on peut dire que c'est du terrorisme d'État?
C'est de la répression, c'est de la répression. D'ailleurs, ils le font, c'est pour donner l'exemple Exact. sur les plateaux de télévision ailleurs pour tous les économistes, pour tous les spécialistes, pour ne pas critiquer. Donc, ils ont touché à des avocats aussi pour donner l'exemple. Les journalistes aussi, c'est pour donner l'exemple. Donc, au-delà des militants du Hirak, les hirakistes qui étaient sur le terrain, etc., dans tous les autres secteurs, ils essayent d'imposer pour imposer l'autocensure. En fait, aujourd'hui, les problèmes, personne ne peut dénoncer parce que celui qui va dénoncer, il sait très bien qu'il va être inquiété. Donc, sans qu'on lui dise quelque chose, il va s'autocensurer. En fait, c'est ça. Donc, et puis ici, donc la banalisation. Moi, quand j'étais étudiant, je me souviens, les services de sécurité ne pouvaient pas franchir le portail de l'université. C'était aujourd'hui, Mkhnash, enseignante à l'université, elle est en prison. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Donc, toutes les limites ont été franchies. Eh oui. Alors, nous allons passer au sujet d'après, les grands incendies, les feux de forêt qui font des ravages. Je voudrais dire à l'avance que oui, nous sommes conscients qu'avec le réchauffement climatique, il y a des catastrophes de ce type partout dans le monde, qu'il y a des incendies, y compris dans les pays les plus développés. Mais nous qui vous parlons depuis un pays occidental, justement, où il y a des incendies de forêt, la prise en charge, la lutte, le plan Orsec sont autrement plus responsables, plus présents, à un point où c'est perçu presque comme un fait divers, j'allais dire. Nous allons d'abord voir quelques images. Allahu Akbar! Pour rassurer certains de nos téléspectateurs qui ne voient et qui n'entendent dans Allahu Akbar que des terroristes et des je ne sais pas quoi, je veux juste préciser que c'est dans les traditions des Algériens et des musulmans d'une façon générale d'implorer le Dieu pour qu'il vienne à leur rescousse. D'ailleurs, il y a un autre mot, Al-Ghith, yani, oh Dieu, envoie-nous les précipitations pour éteindre ces... Alors, Salah Dabbouz, sur ces incendies, sur j'allais dire cette désinvolture du régime en train d'inaugurer des pâtisseries avec Premier ministre espagnol, des festivités, des choses et d'autres, pardon, et surtout de nous faire croire que c'est rien, que ça se passe dans le monde entier, et pire que tout, et ce sont des ministères qui communiquent, et des organismes officiels, que c'est l'ennemi de l'extérieur et de l'intérieur qui tapit à l'ombre et qui est en train d'allumer les feux de forêt, que c'est le voisin marocain qui envoie des saboteurs, etc., etc. Je vous laisse vous exprimer. Écoutez, bon, on va faire une comparaison entre le volume des forêts en Algérie et en France, les moyens que les Français mobilisent et que l'Algérie mobilise. Alors, les forêts en France, ils sont à peu près 17,5 millions d'hectares. En Algérie, c'est 4 fois moins grand, c'est-à-dire que c'est à peu près 4,1 millions d'hectares. Que la France, qu'elle a comme moyen, qu'est-ce que la France a comme moyen pour combattre les feux de forêt? Elle a 12 Canadair et 8 avions Dash, 8. Alors les Canadair, c'est d'une capacité de 6 000, à peu près 6 000 litres d'eau, et les Dash 8, c'est d'une capacité à peu près de 12 000 litres d'eau. Alors il faut savoir que
ces Canadair et ces Dash 8, ce sont des avions qui s'alimentent par écopage. C'est-à-dire Pardon, ils s'alimentent en vol. Salah Dabouz, c'est 6 000 litres ou 6 tonnes d'eau? Parce que pour moi, 6 000 litres, c'est pas grand-chose. Hein, c'est 6 000 litres. Non, c'est 6 tonnes, pardon. 6 tonnes. Et 12 000. Oui. Ouais, parce que 6 000 litres, Alors, c'est une citerne. C'est la même chose. Ah bon? Non, parfois je. Moi, j'ai posé la question comme ça, je ne sais pas non plus. Hein. 6 000 tonnes. Non, 6 tonnes. Oui, 6 Non. Ou 6 tonnes, ça veut dire 6 000 litres. à peu près. Oui. Ah bon? Oui. D'accord. Ou 6 mètres cubes. 6 mètres cubes seulement? Voilà, c'est. 6 mètres cubes pour un Canadair? Non, Enfin, nous vérifierons par la suite. Enfin, mais- bon, alors, vous avez 12 avions, 12 Canadair et 8 Dash, et ce sont des avions qui s'alimentent par écopage, c'est-à-dire en vol. Et ils peuvent s'alimenter de lacs et de barrages et même de la mer. L'Algérie possède 2 Beriev, BE, c'est des avions russes qui ont une capacité de 12 000 et 6 Air Tractor qui sont des avions américains qui ont une capacité de 3 000, mais les 6 ne s'alimentent pas par écopage. Ils doivent se poser et attendre que des citernes les alimentent. Alors regardez les moyens avec un tissu de forêt réduit par rapport à la France qui a un tissu de forêt 4 fois plus important, mais des moyens en avion, c'est le double. Et il faut savoir aussi que la France dispose de au moins 40 hélicoptères. Une grande partie peut servir de moyens de lutte contre le feu aussi, c'est-à-dire en eau, sans compter les moyens de l'armée qui peut mettre à la disposition. En Algérie, on a 6 hélicoptères civils et 6 hélicoptères militaires qui peuvent être ajoutés à cette armada. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi? Parce que en France, les pouvoirs politiques sont à l'écoute des spécialistes, des scientifiques qui étudient les forêts, les risques et disent ce qu'il faut comme moyen, et les politiques ne peuvent pas discuter ces moyens. Ils doivent les mobiliser. Ils doivent les acheter. En Algérie, non. C'est Tebboune qui décide. Voilà, bon, on va acheter des Canadair qu'il avait appelés, et il a trouvé que les Canadair, c'est une marque d'avions bombardiers d'eau canadienne. Donc, il a parlé de Canadair. C'était pas possible parce que les Canadiens ne livrent pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut commander et attendre plusieurs années. Il s'est dirigé vers les Russes. Les Russes lui ont donné 2 Beriev et 2 qui sont en attente d'être livrés. C'est Tebboune qui a décidé comme ça. Alors, ils sont où? Mais Salah Dabouz, j'aimerais vous poser une question, Oui. si vous permettez. Nous savons tous comment ça se passe généralement en France. Ils n'attendent pas que l'incendie se produise. Il y a ce qu'on appelle les prévisions, les fameux plans Orsec, Organisation des secours. Entre autres dispositions. Ça veut dire qu'ils mettent tout en place, ils prévoient tout ce qui peut arriver à l'avance, et comme vous l'avez si bien dit vous-même, et une fois qu'ils ont bien étudié toutes les perspectives, toutes les possibilités, ils mettent en place les moyens de lutte, et ils les tiennent prêts, avec une structuration des hiérarchies, des fonctionnalités, etc. Et lorsque l'incendie se déclenche, c'est quasiment automatique. C'est comme s'il y avait personne et qu'une machine s'était mise en marche pour lutter contre les feux de forêt. Or, chez nous, il semble que malgré que ce se reproduise chaque année, et en 2021, nous avons eu une véritable catastrophe. Et pourtant, chaque année,
c'est l'improvisation, c'est le bricolage, c'est du n'importe quoi, c'est des hommes de troupe, des soldats qu'on jette au feu, ce sont des civils qui sont sollicités pour aller étendre avec des branchages, c'est des pénuries d'eau, je passe sur tout le reste. À quoi expliquez-vous cette D'abord, impéritie systémique? alors d'abord, il faut savoir que la gestion et l'entretien des forêts, c'est un effort continu. C'est-à-dire, les gens qui entretiennent et surveillent les forêts et ils font des études, il y a des pistes qui sont ouvertes dans les forêts à longueur d'année. Le combat contre le feu de forêt, c'est pas seulement en été, même en hiver. Ils savent qu'il y a une pente, il y a un pic en été parce qu'il y a un réchauffement climatique, etc. Donc il y a toute une politique de gestion de forêt qui est là pendant toute l'année. Il y a un déploiement d'efforts, il y a des spécialistes, il y a beaucoup de spécialistes de divers domaines qui encadrent les forêts et qui apportent. Vous savez qu'actuellement en France, des spécialistes parlent de fermeture de forêts, c'est-à-dire interdire l'accès aux forêts s'il le faut, parce que des humains peuvent, par inattention ou même par sabotage, dans une forêt, allumer un feu pour faire un barbecue ou jeter une cigarette, et le risque est énorme. Et il parle de fermer carrément l'accès aux forêts pour limiter les risques. En Algérie, à l'occasion du combat, par exemple, contre le terrorisme, c'est l'armée qui bombardait les forêts et c'est l'armée qui incendiait les forêts. Peu importe pour l'armée que des gens se cachent dans la forêt, peu importe le coût que ça va coûter de brûler une forêt, si on essaye de traquer 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 1000 terroristes dans une forêt. C'est comme si on n'avait que ce moyen-là pour combattre le phénomène. On combat le feu par le feu. terrorisme. Restez avec nous, Salah Dabouz. Alors, nous allons vous passer quelques images. C'est un départ de feu en Espagne. Un départ de feu dans une forêt en Espagne. Alors, regardez, et puis je vous donnerai la parole à Zintoumi. Regardons ensemble. Je ne sais pas si c'est une lutte contre un départ de feu ou un entraînement des bombardiers d'eau, mais l'un comme l'autre, on voit le sérieux. On voit comment on empêche un feu de se déployer, de faire des ravages. Et les moyens qu'il faut mettre pour lutter contre les feux de forêt, ils les mettent. J'aimerais revenir à cette histoire des Canadair. D'abord, les Canadair ne sont plus fabriqués sous le nom de Canadair. Donc, ils sont fabriqués sous un autre nom. Donc, les Canadair, en fait, n'existent plus. L'Algérie a essayé d'acheter à l'attente et après les incendies 2021. Pour le moment. Oui, après 2021, ils n'ont pas pu trouver. Faire face à la demande. Pourquoi? Parce que techniquement, je ne suis pas un grand spécialiste, mais en tout cas, je sais que le Canadair, il est idéal pour 2 raisons. D'abord, il est maniable. C'est vrai qu'il prend 6 000 à 7 000, ça dépend des versions, 6 000 à 7 000 litres. Donc, ce qui correspond à 6 mètres cubes ou 7 mètres cubes, en poids, c'est à peu près 6 à 7 tonnes d'eau, pour être...
Du coup, donc, c'est un avion d'abord qui est maniable. Il peut intervenir dans des zones accidentées. Ça, donc, il est maniable. Deuxièmement, il peut se recharger, s'approvisionner en eau sur des petites distances. Donc, sur quelques dizaines de mètres, il peut prendre l'eau. Donc, Un barrage, par exemple. Un barrage, etc. Donc, l'Algérie a été contrainte d'acheter un gros avion. Donc, celui qui est géré par le ministère de la Défense maintenant. Donc, c'est avec un deux bombardier réacteurs. d'eau. Oui, c'est un Et bombardier. pourquoi il est géré par la Défense? Non, ça a été acheté, après, c'est un détail que... Non, mais c'est un détail important. En tout cas, cet avion, sur le plan technique, d'abord, il est lourd. C'est vrai qu'il prend, si je me trompe pas... hein, 12 000. non, je pense qu'il est jusqu'à 20 000, je sais pas. D'accord. Peut-être à 20 000 ou 12 000. Un gros bombardier d'eau, Oui, essentiel. mais il a besoin d'une grande distance. C'est parce que c'est un avion, de transport. Oui, il faut la mer, quoi. Il faut qu'il y ait la mer. Même le barrage, mais c'est un barrage. Il faut imaginer, lui, il faut comme une piste d'atterrissage, en fait, oui, pour prendre l'eau et redécoller. Il ne peut pas intervenir dans des zones où il y a des montagnes rocheuses, etc. Il ne peut pas. Donc, des fois, on le voit sur des vidéos, il largue l'eau vraiment De très haut. de très haut. Donc, Oui. et ça a réussi quand même, il a réussi à éteindre certains incendies. Mais en tout cas, si on revient à ces catastrophes naturelles, aujourd'hui, pour une catastrophe, d'abord, on sait très bien, les scientifiques l'ont dit, que le réchauffement climatique ou bien le changement climatique, on parle beaucoup plus de changement climatique. Donc le changement climatique, il aboutit à plus de catastrophes naturelles. Ça peut être les inondations, ça peut être les incendies, ça peut être des chaleurs extrêmes, etc. Donc il faut se préparer. Donc d'abord, il faut se préparer. Chez nous, on n'a rien de tout ça. Donc on a un discours mensongère de la part des autorités. Donc on continue à ignorer ces dangers. Ça, c'est la première des choses. Et quand le danger il est là, quand il y a une catastrophe, on a du mal à faire face. Les moyens dont dispose l'État aujourd'hui, franchement, ils ne peuvent pas faire face. Dans la qualité des moyens et la quantité, et puis dans la gestion des catastrophes. Donc on a vu aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux, à la télévision, une agitation exceptionnelle des responsables, des ministres, des avions, ils sont à Naba, ils sont à Tlemcen, Liwali, jour et nuit ils se déplacent. Mais ça reste de l'agitation. Ça change quoi quand on voit des citoyens évacuer des vieilles, des personnes âgées, des hôpitaux. Des villages déjà. Ils évacuent du bétail. Moi, j'ai vu des citoyens qui prenaient des brebis, des chèvres, etc. Parce qu'il y a des habitants de ces villages, c'est leur richesse. Oui. Peut-être la chèvre, elle est sans cette chèvre, il va se retrouver, c'est son seul capital. Et puis, il a cette maison, etc. Et on a des coupures d'électricité. Aujourd'hui, le réseau électrique, sur lequel le chef de l'État et les autres ont dit de beaux discours, qu'ils étaient parmi les meilleurs au monde. D'abord, il a posé Pas ses les limites. meilleurs au monde. Oui. Le meilleur au monde. Il a coup- dit ni les États-Unis, ni les Russes, ni qui que ce soit ne nous Donc, égalent ça en porte- termes de capacité. En termes, au-delà de ces coupures, de ce que ça engendrait comme stress, comme problème pour le citoyen, pour les commerçants. On a vu des restaurateurs, ils ont jeté de la nourriture. Et les ménages. Oui, Les les ménages. Et au-delà de ça, même si le discrédit du discours de l'État, le chef de l'État, quand il dit ça, et les citoyens, ils découvrent après que pendant ces périodes de chaleur, l'État, cette société n'arrive pas à leur garantir du courant électrique H24, et je ne parle pas de l'eau. Donc, quand on parle des autres pays, en Europe, au Canada, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a, il y a les moyens, il y a la gestion, il y a même la prise en charge psychologique des sinistrés, ceux qui perdent leur maison, etc. Donc, et puis il y a l'accès à l'eau, il y a l'accès à la santé, donc il y a tout un système. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État a fait face à cette catastrophe? Et je l'ai dit, j'ai été critiqué quand j'ai dit qu'il fallait le chef de l'État écourter son voyage, qu'il fallait déclencher un plan d'exception pour ces grandes chaleurs, etc. J'ai été critiqué. Il y a un invité, il m'a dit, voilà, moi je suis à Ouadsouf, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit les pertes qu'il y a des malades. Le chef de l'État, quand il avait pris l'avion, il y avait des millions d'Algériens sans courant électrique. Il faut penser aux gens malades, il faut penser aux asthmatiques, il faut penser aux personnes âgées, aux bébés. Donc aujourd'hui, il faut se donner les moyens. Et on est beaucoup plus dans le discours, dans les slogans, dans le mensonge, dans la propagande.
Et quand il y a un drame, ils empêchent les gens de parler après avoir décimé la presse indépendante qui devrait faire le rôle d'investigation, de relever tous les manquements dans les moyens pour prévoir en fait l'opposition et la presse indépendante, la presse d'investigation, les militants, les lanceurs d'alerte, etc. Si pour que l'État s'améliore, pour qu'elle puisse Eux, ils le se perçoivent comme corriger. une menace. C'est pour ça qu'ils mettent les gens en prison, et c'est pour ça qu'ils ferment des journaux, et c'est pour ça qu'ils corrompent des patrons de presse, parce que eux, ils considèrent toute activité, tout frémissement dans la société civile comme une menace directe contre eux. Et puis, il y a le désastre écologique. Oui. Parce que décimer les espaces verts, on a vu des campagnes à la grande pompe avec Facebook, le ministre il se félicite en train de planter les arbres et puis nos forêts sont en train de partir. Moi, je préfère d'abord préserver. La priorité, c'est de préserver ce que j'ai comme forêt, comme capital forestier. Après, je vais planter. Parce que dans les forêts, il y a tout un système de biodiversité. Il y a des animaux, il y a la faune et la flore. Donc, nous sommes dans une gestion catastrophique à tous les niveaux. Et ce drame, ces incendies, encore une fois, ils apportent la preuve que le pouvoir n'a rien appris ni de 2021. Il n'a pas pris des mesures nécessaires pour faire face, encore une autre fois, à ce genre de catastrophe. Salah Debbouze, dernier tour de micro en moins de 2 minutes. Donc, à votre avis, est-ce que ça va pouvoir s'arranger? Est-ce que ça va se compliquer? Est-ce que nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que nous rencontrions le mur? Où est-ce que nous allons comme ça? Ben, on est au mur, on a déjà l'Andaqlin Fahim. On va sortir de l'autre côté si le mur n'est pas trop épais. Ça ne va pas s'arranger. Soit on change de système politique qui est caduc, qui bloque tout et qui fait beaucoup de mal au pays, à la société et à l'État. Soit on le change, il y a un changement radical. Soit on reste comme ça et ça va de mal en pire. Ça s'empire, la situation s'empire. Il n'y a pas d'autre solution. Ce système, dans fin des années 80, on pouvait le réparer. On a raté l'occasion. En 88, on a raté l'occasion. C'était une très bonne occasion. On pouvait réparer le système en ce moment-là. Maintenant, c'est fini. On ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas le réparer? Parce que les gens qui ont fait du mal, ils sont nombreux. Ils savent très bien que si ils cèdent à la liberté d'expression, à la séparation des pouvoirs, ce sont les premiers qui vont rendre des comptes. Il y a des comptes bancaires en Suisse qui sont... Il nous a dit pendant sa campagne électorale, c'est des dizaines de milliards ou c'est des centaines de milliards de dollars détournés. Comment vous pouvez expliquer qu'un pays aussi riche vive pauvrement? Il n'y a aucune explication. Les ressources sont détournées. Et les gens savent très bien, il y a des civils et des militaires qui ont fait beaucoup de mal. Ils savent très bien, c'est pas ce qu'ils veulent pas. Ils ne peuvent pas. D'abord, ils ne savent pas gérer. Ils ne peuvent pas céder parce que s'ils cèdent, ça sera tous les acquis qu'ils ont fait d'une façon illégitime et illégale. Eh ben, ils vont devoir rendre des comptes. Et c'est pour ça qu'il faut arracher la liberté à ce système. Il faut obliger le changement et ensuite il faut aussi demander des comptes parce que les gens meurent alors que les moyens sont aujourd'hui c'est les feux. Deux avions russes et 6 avions américains qui s'alimentent au sol et combien 6 hélicoptères de l'armée et 6 hélicoptères de civils. Et pourquoi le budget de l'armée est énorme? Pourquoi ce budget-là? Pourquoi on achète des bombardiers de bombes qu'on stocke même et pas des bombardiers d'eau? Merci. Le problème, il est on peut pas régler on peut pas. Voilà, c'est.
Je trouve Merci. plus de mots. Merci, Salah Debouche, incroyable. comme je vous comprends. Azdine Toumi, le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Ben, le changement, il est plus que nécessaire dans notre pays pour aller de l'avant. Avec ce régime, on ne peut pas aller loin. Et le peuple l'a très bien compris. Il a vu qu'il n'a trouvé aucune solution au problème que vit le pays, que vit le citoyen au quotidien. Malheureusement, le cœur de la crise, il est justement entre un peuple qui veut un changement radical, une rupture avec les anciennes pratiques, avec l'ancien régime. Et puis, vous avez un régime, de l'autre côté, un pouvoir qui veut un peuple soumis, qui doit accepter, qui doit se soumettre à sa politique, à sa feuille de route. Donc, élection après élection, l'objectif principal du régime n'étant pas de développer le pays ou de sortir le pays du sous-développement, parce que l'Algérie aujourd'hui, quand on voit les images, les citoyens qui sont en train d'essayer de coudre, de réparer à coups de fil et des pneus, etc. Les pneus qui sont cousus. Si on est renvoyé à des dizaines d'années, voire je ne sais pas combien d'années en arrière. Donc aujourd'hui, ce pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est comment se maintenir, tout en espérant que les prix de l'énergie puissent garder encore donc un certain niveau pour se permettre d'avoir plus de devises, non pour développer le pays, mais pour utiliser cet argent pour se maintenir. Et ça, donc les Algériens le savent très bien. Même s'ils essayent de réprimer l'opposition, de fermer les espaces, de verrouiller tout, donc ils espèrent diminuer ou faire disparaître l'opposition. En fait, vous avez tout le peuple algérien qui s'est transformé en opposition. Et ça, il a apporté la preuve pendant les élections en boycottant les élections. Les élections législatives. Azdine Toumi, merci. Salah Debouche, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée. International.